pense que tout le monde est à peu près arrivé. Comme le disait Jérôme, je vais vous faire une synthèse des pistes et recommandations suite évidemment à ces 2 jours de réflexion et à toutes les communications que vous avez pu faire. Alors, par rapport à ça, acceptez que je ne sois pas complètement exhaustive. J'espère que ça ne vexera personne. J'ai essayé de mettre en valeur un certain nombre de points et je vous propose, après une courte introduction, de faire une synthèse en 2 grands points. Tout d'abord, les apports d'action et de recherche au plan épistémologique et didactique, et puis une deuxième partie qui va donner à voir les contributions à la réflexion de vos expérimentations et des projets terminés ou en cours. Voilà. C'est parti pour une courte introduction. Elle reprend d'ailleurs des éléments qui sont dans vos livrets. L'EDD... On est bien d'accord, hein, une préoccupation forte de l'école et des systèmes éducatifs. Elle s'inscrit dans un contexte global, sans faire fi, évidemment, des spécificités nationales et locales. On a souvent parlé avec vous de l'importance des contextes et d'une EDD qui ne serait pas hors sol. L'EDD aussi oblige à renouveler les perspectives curriculaires, les types de problèmes et les pratiques d'enseignement. On y reviendra sur des exemples. Autre chose importante, c'est que l'EDD ouvre l'école sur d'autres porosités que celles qu'elle avait habituellement. Autre porosité entre l'école et la société, donc. Et ces changements concernent toutes les disciplines scolaires. Ce colloque est plus spécialement axé sur les sciences. Alors, on l'a bien vu avec vos interventions, un déploiement actuel de l'EDD dans de nouveaux curriculums au sein d'établissements scolaires, dans des pratiques disciplinaires, en sciences notamment, et interdisciplinaires, et dans des dispositifs extrascolaires. Je crois qu'on peut repartir, on peut remettre en jeu toutes vos contributions, on va pouvoir les caler dans une ou plusieurs de ces catégories. Alors, dans le but de justement formaliser des pistes et des recommandations en matière d'EDD pour tous les acteurs du système éducatif, eh bien, je vous propose de mettre en avant les apports d'action et de recherche au plan épistémologique et didactique. Ça va nous entraîner du côté de la caractérisation de la complexité des savoirs en jeu, on verra ça, et de l'appropriation de certains modes de raisonnement qui nous décollent et qui décollent les élèves de la pensée commune. Et puis, nous envisagerons, ce sera les conditions de possibilité de réforme curriculaire intégrant le point de vue des institutionnels. Il ne faut pas oublier ce cadre-là. Enfin, vos contributions et expérimentations seront source de repères, hein, pour notamment pour intégrer l'EDD et pour renouveler les pratiques de formation et pratiques d'enseignement. Alors, tout d'abord, la première partie, dans cette grande partie-là, eh bien, je vous propose, et ça fera écho à la conférence de Patrick Charland, qui était beaucoup plus nourrie que ce que je vais vous faire là, bien sûr, hein, mais une petite remontée dans le temps, dans quoi s'enracine l'EDD. Alors là, j'ai mis quelques références qui sont pour nous fortes et qui sont toujours fortes pour nous, mais on peut y ajouter les apports que tu as fait hier. Voilà. Alors, très rapidement, hein, dans les années 60, il y a une prise de conscience graduelle par les sociétés du monde entier de l'ampleur
de la sévérité et de la complexité des différents problèmes environnementaux qui touchent la planète. L'idée de changement climatique ne date pas d'aujourd'hui. La réduction de la biodiversité non plus. La gestion des déchets, etc., etc. Mais aussi des phénomènes sociaux associés. Parce que les conflits régionaux ne datent pas d'aujourd'hui, malheureusement il y en a encore. La surexploitation des ressources, il suffit de remonter dans l'histoire pour voir que certaines nations se sont bien emparées de l'exploitation et de la surexploitation des ressources, la malnutrition, etc. Et cela a donné lieu à des sommets, des congrès, des colloques, et aussi à de nombreuses déclarations, chartes et stratégies. Donc vous voyez que ce qu'on a discuté pendant ce colloque, ce sont autant de préoccupations qui nous animent encore aujourd'hui. Alors, dans ces contextes, je suis là dans les années 60, il y a eu la volonté des décideurs politiques et des acteurs sociaux de réagir. Je vous le disais, via des sommets, colloques, déclarations, chartes, stratégies, notamment dans la voie de l'éducation. Et il y a eu aussi des engagements politiques et curriculaires, mais finalement peu d'actions concrètes en éducation relative à l'environnement, peu de réalisations concrètes donc, ont été réalisées à l'école. Cela s'est plutôt fait en contexte informel et non formel. Dans les années 2000, l'éducation relative à l'environnement est surtout introduite à l'école par le biais de la transversalité. L'environnement a été on va dire, un thème transversal et il a été abordé soit dans des projets transdisciplinaires, soit dans des modules satellites des curriculums. C'était le prolongement, en France c'était ça, le prolongement du cours de sciences, sans véritable répercussion dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. On est encore resté un peu sur le transmissif. Et côté action en lien avec ça, bon, il n'y avait pas forcément, s'il y en avait, il n'y avait pas forcément beaucoup de focalisation là-dessus et de contrôle par rapport à cela. Alors, depuis une quinzaine d'années, là, les préoccupations environnementales s'affirment dans les curriculums et elles sont davantage intégrées dans les enseignements disciplinaires. Mais, et on le voit dans un certain nombre de circulaires de nos pays, ces préoccupations ne sont plus en queue de peloton, je pourrais dire, des enseignements, mais plutôt dans et entre les disciplines, voire certaines circulaires qui ont pu être éditées dans certains pays. Donc, dans et entre les disciplines, et notamment en sciences, où là, on assiste à un véritable renouvellement des problématiques. Alors que, si vous voulez, en sciences, l'homme était un peu en extériorité par rapport aux problèmes scientifiques, là, l'homme est carrément intégré dans ces problèmes scientifiques, avec même parfois une forme d'anthropocentrisme assez marquée. Voilà, donc renouvellement des problématiques, et ça concorde aussi en sciences avec la prise d'importance de l'appropriation des savoirs et des compétences pour résoudre les problèmes et agir dans la société. Et là, on a vu aussi, même dans les enseignements scientifiques, le passage d'une logique plutôt transmissive à une logique, justement, d'engagement de l'élève dans les démarches. Alors, renouvellement des pratiques qui vont avec. On a parlé beaucoup de la démarche, je dirais plutôt les démarches d'investigation, parce qu'elles sont quand même assez... elles ne se ressemblent pas toutes, on va dire. On pourra entrer dans les détails de l'affaire. Et puis aussi de l'interdisciplinarité curriculaire. Voilà. Donc, voilà, disons, un petit
un petit cadre qui situe le développement de l'éducation au développement durable dans les dizaines d'années qui nous ont précédés. Alors, pour mettre plus en valeur un point fort de ce colloque, vraiment, on va vers une affirmation d'un renouvellement curriculaire. On a vu des projets là qui ont vraiment montré ces renouvellements en cours, voire même déjà bien avancés, voire même déjà faits. Alors, à quelles conditions un renouvellement curriculaire ? Ben, ça nous amène, et c'est là, je ne vais pas vous présenter des solutions à tout, des pistes à tout, des recommandations à tout, mais aussi des questions qui peuvent nous permettre de poursuivre la réflexion. Pour quels problèmes, savoirs et compétences disciplinaires en sciences permettant aux élèves de mieux comprendre les enjeux socio-scientifiques de la société. Pour quelle interdisciplinarité ? À quelles articulations avec ce qui se fait dans la classe et en dehors de la classe. Des porosités renouvelées, je vous le disais. Voilà. Quel renouvellement curriculaire pour garantir les missions de l'école et affirmer son rôle indispensable. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Parce que si l'école se met à faire, on va dire, la même chose que ce que d'autres font à l'extérieur et qu'ils font finalement pas trop mal, à quoi sert l'école? Donc ça nous amène à réfléchir sur les missions de l'école. Voilà, c'est ce que j'ai voulu pointer par ce petit encadré. Alors, autre chose, c'est toujours dans cette partie, on va dire, appui épistémologique et didactique. Comme le colloque est consacré aux sciences et à l'EDD, je vous propose un petit focus sur, justement, penser l'EDD depuis et avec les sciences. Là encore, quelques références. Il y en a beaucoup, j'aurais pu en mettre plus. Mais disons que l'introduction de l'EDD fait qu'on va se poser la question de ce qui se fait dans les disciplines mobilisées et dans leur collaboration. Il va nécessairement y avoir un renouvellement des références, des problèmes et des systèmes étudiés et aussi des temporalités qui vont avec. Le court terme, le long terme, quelle prise en compte faisons-nous du passé? Là, je pense notamment aux sciences de la vie et de la terre. Voilà, donc, et pour vous donner aussi, quelle collaboration disciplinaire. Je vais vous donner quelques exemples à ce sujet. À propos de l'alimentation. L'éducation à l'alimentation, on peut l'intégrer dans l'éducation au développement durable. Bon, eh bien, questionner les relations entre l'alimentation et la santé ne peut pas se limiter à des problèmes de physiologie de l'organisme humain. On ne peut pas en rester à ce seul système, ce qu'on faisait beaucoup auparavant. On doit prendre en compte maintenant l'éducation, et prendre davantage en compte maintenant l'étude des comportements alimentaires des populations. Et là, ça va rendre absolument nécessaire des appuis en épidémiologie et la prise en compte des statistiques, etc. Vous voyez, ça va changer des choses dans nos disciplines. L'évolution climatique aussi, elle ne concerne pas que les sciences de la nature. On est bien obligé de collaborer et de réfléchir avec d'autres disciplines sur les enjeux sociétaux. Alors, autre chose importante, quand il nous s'agit de penser l'EDD depuis et avec les sciences, c'est quand même de réfléchir sur le travail des problèmes qui ne peut pas installer les réflexions sur les apprentissages dans de la seule causalité simple. Et ni maintenir dans un catastrophisme naïf. Spontanément,
quand nous voulons expliquer, nous cherchons toujours à expliquer le monde qui nous entoure, mais la tendance, on va dire, commune, si nous ne prenons pas un peu du recul par rapport à ça, c'est d'aller vers de la causalité simple et c'est de mettre, on va dire, en jeu des causes adéquates qui vont nous permettre d'aller assez vite du chemin du problème vers sa solution. Ce qu'on peut appeler aussi, mais je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails, sur une forme de catastrophisme naïf. On sait, épistémologiquement parlant, que cette question du catastrophisme, elle a été beaucoup travaillée, notamment en sciences de la vie et de la Terre, et elle nous fait passer à des niveaux beaucoup plus élaborés de catastrophisme et à des temporalités beaucoup plus complexes que les temporalités que nous pourrions vite installer dans la vie courante. Parce que quand on parle de causalité simple, quand on dit telle chose entraîne telle chose, il y a dans ce passage de la cause à l'effet, il y a à la fois de la chronologie, une chose puis une autre, mais il y a aussi de la causalité, une chose à cause de l'autre. Et là, ça se questionne tout ça. Il faut ouvrir la pelote pour voir d'un peu plus près ce qui se passe. Et alors, justement, autre chose encore, dans ces temps où finalement tout le monde parle de tout le monde est capable de s'engager dans le travail des problèmes, être assez... Ne pas prendre pour argent comptant les informations et les documents à disposition. Je dis ça, vous en êtes tous persuadés, évidemment, mais ça vaut le coup quand même de montrer combien certaines de nos tendances naturelles pourraient aller là-dessus. Et justement, par rapport à ça, ça nous oblige à penser dans nos disciplines scientifiques à ce que les élèves s'approprient ce que nous appelons des raisonnements extraordinaires, c'est-à-dire des raisonnements qui sortent de l'ordinaire, qui nous dégagent un peu de la pensée commune. Et donc là, je vous donne un exemple, et en plus on en a parlé hier et aujourd'hui. Quand on travaille sur un écosystème ou sur un agrosystème, on peut voir son fonctionnement dans une forme de linéarité. Or, il apparaît très important dans notre époque de crise des milieux naturels ou cultivés, je dirais, de repenser leur fonctionnement en termes de ce qui entre et ce qui sort, ce qui se fait en même temps ou ce qui se fait chronologiquement. Et ça nous permet de penser à la fois le fonctionnement du système, mais aussi son évolution dans le temps. C'est bien parce qu'il peut y avoir des déséquilibres entre les entrées dans ce système et ces sorties qu'il peut y avoir, selon ce qui rentre et ce qui sort, il peut y avoir placement en état de déséquilibre de ces systèmes et repassage aussi de ces systèmes vers un nouvel état d'équilibre. On peut se demander après quelles sont les implications sur les populations humaines. On a parlé hier d'un écosystème qui est en équilibre parce qu'il y a davantage de prélèvements que de renouvellement dans ce système, la stabilité structurelle n'existe plus et finalement on va vers des évolutions qui sont parfois très dommageables jusque dans les populations humaines. Voilà. Questionnement aussi de l'origine des sources que nous utilisons, sources de documents. D'où viennent-ils? Qui parlent? Avec quelles intentions? Ça, c'est très, très important parce que, ce que je vous disais, tout le monde parle de tout maintenant. Et, à qui profite, entre guillemets, parfois, le crime? Prise de recul, donc vis-à-vis de ces informations multiples que nous avons à disposition, cadre aussi dans lesquels elles s'inscrivent. Et autre chose encore,
par rapport à ce travail des problèmes aussi, importance du développement d'une pensée critique. On l'a entendu plusieurs fois ces 2 jours. Pensée critique qui nous permet, qui permet aux élèves, qui permet aux enseignants, qui permet à tout le monde de distinguer différents points de vue, différentes solutions construites et de savoir quand nous faisons des choix ou quand des décisions sont prises, pourquoi ces décisions-là et pas d'autres, même s'il pourrait y en avoir plusieurs de ces solutions. Dit autrement, parce que on l'a entendu et ça revient à la notion de l'engagement, faire peut-être précéder fondamentalement un engagement dans l'action par un engagement intellectuel, ou en tout cas et accompagner, en tout cas non seulement penser l'action avant de la concrétiser, mais aussi la concrétiser tout en pensant encore. Voilà. Donc, encore un petit encadré qui rassemble les choses que je viens de vous dire. Importance de penser les disciplines scolaires comme des espaces où les élèves acquièrent de nouveaux modes de pensée et construisent des savoirs tenus par des raisons, où se développe une pensée critique, où les élèves s'émancipent en raison, et prennent du recul vis-à-vis du sens commun. Importance aussi, bien sûr, de penser l'interdisciplinarité dans ce contexte et évidemment de réfléchir à la nécessité de réformer la formation des enseignants et à quelles conditions, bien sûr. Là aussi, on a eu beaucoup de choses dans ces 2 jours. Voilà. Alors, je passe à ma deuxième grande partie, qui essaye de développer une contribution à la réflexion des expérimentations et des projets déjà engagés. On a eu, enfin vous avez pris des notes, vous avez entendu plusieurs communications. J'ai, à partir de tout cela et à partir aussi du cadre épistémologique et didactique dans lequel je me suis installée, j'ai essayé de pointer des choses qui peuvent nous parler, vous parler, et qui peuvent nous orienter vers je dirais, ou des enrichissements, ou des aménagements, enfin bon, de ce que nous pouvons faire en formation d'enseignants et aussi pour la formation des élèves. Alors, j'ai mis d'abord en valeur l'importance de l'éducation au développement durable, d'une éducation au développement durable qui parle aux élèves et qui contribue à leur émancipation par la raison, de façon à ce qu'ils puissent prendre des décisions ou contribuer à des décisions et des actions en citoyens éclairés. Là, justement, on l'a dit dans ces 2 journées, et on peut le voir dans l'enracinement aussi de l'EDD, mais aussi de ce qui se passe dans nos disciplines. C'est dur d'intéresser les élèves, c'est dur de les motiver, c'est dur de les engager. Alors évidemment, vous avez parlé de renouvellement des pratiques et de différentes sortes de pratiques envisageables, et de différentes pédagogies aussi, pédagogie de projet, etc. Eh bien, je mettrais volontiers, voilà, on peut caser tout ça dans ces réflexions-là. Et j'ai mis en bleu, à chacun de mes petits points, là, j'ai mis en bleu des choses que j'ai récupérées dans vos communications. Alors, on a entendu parler d'une contextualisation pour engager les élèves, pour une contextualisation authentique des situations d'enseignement. Alors, ça peut être dans des pratiques agricoles, selon, on en revient au contexte. On ne fait pas de l'EDD hors sol. Des pratiques agricoles, ça peut être des jardins d'école, ça peut être des plantations d'arbres locaux. Et on ne plante pas n'importe quel arbre. Vous voyez, il y a toute une réflexion là derrière. On a vu aussi que c'est bien
de renouveler les pédagogies, mais on a vu aussi qu'on doit construire des vigilances vis-à-vis quant à la multiplication des projets. Dit autrement, peut-être que trop de projets tuent les projets et peut-être limitent les apprentissages et les engagements. Évidemment, penser les projets, notamment des projets orientés par des réalisations, par des productions palpables. Il y a des vigilances à construire par rapport à ce qu'il reste dans les programmes qu'est-ce qu'il reste des programmes d'enseignement et d'apprentissage. C'est bien beau que les élèves fassent des réalisations concrètes, mais qu'apprennent-ils ? Alors, même chose aussi, je vous dis ça n'est pas pour condamner certaines orientations, mais c'est plutôt pour justement réfléchir aux équilibres à penser de toute façon pour engager les élèves et pour qu'ils apprennent. On a parlé d'activités ludiques qui peuvent être extrêmement motivantes pour faire entrer les élèves dans les apprentissages, mais elles ne suffisent pas. Et puis, les articulations du local au global. En rester seulement au local, c'est bien. En rester seulement au contexte, c'est bien. Mais dans les problèmes de DD actuellement, on est obligé aussi de penser avec d'autres contextes. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il est important qu'il y ait une nécessaire prise de recul, de toute manière, sur les enjeux scientifiques, sociaux, économiques, dans le cadre des ODD, dont nous avons aussi parlé. Alors, autre chose encore. Je vous dis, j'ai choisi des points. Après, voilà, on peut toujours compléter et on peut toujours discuter ce que je propose. L'intégration de l'EDD dans les curriculums et notamment en sciences. Pour quels apprentissages? Ça nous demande de bien penser les apprentissages. Qu'est-ce qu'on veut que les élèves apprennent? Et au final, qu'est-ce qu'on va évaluer? L'évaluation a été un gros souci aussi, et toujours un gros souci pour nous. Quels apprentissages, savoir, compétences, mode de raisonnement. On a parlé notamment de se détacher d'un raisonnement de la pensée commune qui est notamment celui de la pensée binaire, mais il y a la pensée causale simple, etc. Quel renouvellement des démarches et de l'évaluation? Il me semble que dans le cadre de ce colloque, nous pouvons puiser des idées, des suggestions, de nouvelles questions. Notamment parce que si vous vous intéressez au livret et aussi aux communications que vous avez entendues, eh bien, il y a un corpus résultant d'enquêtes et d'entretiens avec différents acteurs du système éducatif. Il y a un corpus de données qui peut nous intéresser. Alors évidemment, cela nous conduit aussi à bien réfléchir à la clarification disons, comment l'EDD joue-t-elle dans les orientations pédagogiques? Il y a une véritable... L'EDD, c'est beau, on en parle tous, mais parle-t-on tous de la même chose? Et de quoi parle-t-on en fait? Mais là, on peut en revenir aussi à la notion de point de vue. On n'est pas là pour forcément être sur du consensuel à tout prix. Ce qui, parfois, nous oppose peut être un levier pour aller encore plus haut dans la réflexion. Alors, voilà. Et puis, les savoirs. Ces savoirs, sont-ils des choses, des objets, ou bien sont-ils beaucoup plus costauds que ça? C'est-à-dire, ont-ils des bretelles? Par quoi sont-ils tenus, ces savoirs? Pourquoi nous expliquons de telle manière et pas de telle autre? Vous voyez, il y a une épaisseur que nous pouvons penser pour les savoirs. Et alors, ce qui est
ce que on va dire, une focalisation sur les éducations nous amène à bien réfléchir, c'est finalement quels sont les liens de ces savoirs avec les valeurs, avec les comportements, hein, et aussi ces savoirs, les gardons-nous comme fixes, figés, ou bien pratiquons-nous ces savoirs, c'est-à-dire est-ce que nous les faisons fonctionner et à quelles conditions fonctionnent-ils, hein. Là encore, peut-être se détacher du savoir solution et du savoir un peu chosifié, mais ramener dans la réflexion ce qui fait que à un moment donné, hein, eh bien, nous avons construit ce savoir et pas un autre. Quel problème, quelle démarche, quels outils productifs d'apprentissage scientifique et d'aide à la décision. Et là, à nouveau, quand j'ai fait le tour de vos contributions, je vois que cela nous conduit à avoir des vigilances vis-à-vis de la surcharge curriculaire. On ne peut pas forcément trop, on va dire, intégrer le DD, c'est pas rajouter de la soupe en plus pour nos élèves, comme dirait Mérieux, hein. C'est quand même voir à quelles conditions, hein, eh bien, cet EDD peut être fonctionnel, peut se construire en lien avec la construction de savoir. Importance du curriculum, du continuum curriculaire, plusieurs communications en ont parlé. On a vu aussi là qu'il y avait des réalisations curriculaires ou émergentes pourvoyeuses de repères. Alors là, je vous renvoie à ce que vous avez pu entendre hier ou aujourd'hui, parce qu'il y a des idées, il y a des raisons aussi de choix de telle ou telle orientation curriculaire. Alors, il y a aussi des outils comme les cartes conceptuelles numériques sur le DD, il y a des méthodes actives, hein, on a parlé de tout cela, à nous d'aller nous replonger dans certains développements. Mais, puisque nous nous intéressons beaucoup, et c'est le cas d'apprendre, hein, on va dire à la professionnalisation des enseignants, aux appuis que nous pouvons avoir à cette professionnalisation, hein, il faut voir, il peut être intéressant et même nécessaire d'ouvrir en ces temps de changement, d'ouvrir en formation des enseignants sur des possibles didactiques et pédagogiques. Hein, je le disais ce matin, il y a de l'intelligence chez les enseignants, il y a de l'intelligence chez les formateurs. On est tous intelligents. Mais justement, c'est important de penser à ça, et les élèves aussi le sont, hein. Mais cela peut être intéressant, hein, d'ouvrir à des possibles, justement, didactiques et pédagogiques. Après, les choix raisonnés se feront. Hein. Et puis, quel renouvellement des postures enseignantes. Et là, on peut questionner, mais ça a été dit dans une communication, hein, ça questionne la posture neutre que souhaitent avoir les enseignants. Hein. Or, qu'est-ce que ça veut dire être neutre ? Point d'interrogation. Et justement, avec ces questions de DD, hein, eh bien, nous pouvons revisiter et renourrir autrement la question de la neutralité. Alors, encore quelques points que j'ai mis en valeur, hein, de l'interdisciplinarité et de la transversalité sous condition. Parce que, je veux dire, on peut faire... c'est assez facile de faire de l'interdisciplinarité, mais qu'apprennent les élèves, hein. Donc là, peut-être peut-être aller voir justement quels sont les types d'interdisciplinarité qui existent. Il y a des travaux là-dessus, hein. Et puis même avec ce que vous avez proposé, on peut aussi mettre en catégorie certains de vos projets sous l'angle de l'interdisciplinarité. Ça n'était pas forcément la même chez tous. Plusieurs types de pratiques collaboratives. Hein. Et là encore, il y a des pratiques collaboratives qui visent à fonctionner
avec une parité des acteurs, mais il peut y avoir des pratiques collaboratives où, sans qu'on le conscientise forcément vraiment, il y a du top-down. C'est-à-dire qu'il y a des formes de domination d'acteurs sur d'autres. Donc, avoir tout ça, et voilà. Alors, importance des communautés d'apprentissage, plusieurs communications en ont parlé, mais aussi, alors, vous voyez, vous avez peut-être l'impression que j'ouvre la boîte de l'interdisciplinarité en vous entraînant vers de la complexité. Oui, peut-être un peu, mais ça nous permet de faire des choix. Et comme l'ont dit certains contributeurs, ça peut parfois être extrêmement intéressant dans nos disciplines scientifiques, parce que ça nous fait gagner du temps. Moi, j'ai pas mal travaillé en SVT avec une collègue de sciences physiques et chimiques, et on essayait. Alors bon, on faisait de la co-animation, c'est-à-dire qu'on se mettait à deux en n'étant payé qu'une, puisque on devait normalement faire nos enseignements seuls avec le salaire qui nous était dû, comme cela. Mais on se mettait parfois ensemble, et notamment dans une réflexion sur les démarches d'investigation. Parce que la démarche d'investigation, elle est promue, elle est pas mal promue. Mais justement, en réfléchissant ensemble, on arrivait à la mettre en œuvre en intégrant nos spécificités disciplinaires. Nous sommes des sciences, mais nous ne sommes pas exactement les mêmes sciences. En tout cas, les sciences qui actuellement figurent telles qu'elles figurent dans les enseignements, dans les programmes d'enseignement. Nous, en sciences de la vie et de la terre, nous sommes sciences historiques. Nous travaillons sur le passé et puis aussi maintenant sur le futur de la Terre. Nos collègues, et là pour le niveau élémentaire, par exemple, on n'a pas forcément en sciences physiques et chimiques cette prise en compte des mêmes temporalités. Voilà pour ça. Et puis, le DD dans la classe, articulé à du en dehors de la classe. Là aussi, ces 2 journées nous ont amenés à visiter et à réfléchir sur pas mal de choses. J'ai retenu approche par problème, approche expérientielle, activité de terrain et toujours cette question forte de l'évaluation. Place et fonction des savoirs locaux, puisque on en a déjà un petit peu parlé, mais là aussi il y a un beau nid de réflexion. Nécessité aussi, si vous voulez, là encore, je ne raisonne pas en bien et en mal, je veux raisonner en termes de possibilités, réflexion, prise de recul, critique par rapport à un certain nombre de choses. Mais on a vu que dans les porosités de l'école sur la société, les encouragements des engagements communautaires et les partenariats locaux pouvaient tout à fait être un appui sur l'éducation à la durabilité au niveau local. On a expérimenté ce matin la fresque du développement soutenable. On peut la questionner sous l'angle de la sensibilisation et les apprentissages scientifiques. Qu'est-ce qu'elle nous permet, cette fresque, de conscientiser ? Mais qu'est-ce qu'elle nous permet d'apprendre ? Et on pourrait prendre d'autres sujets aussi, d'autres supports. Moi, j'ai pas mal travaillé, par exemple, sur la pyramide alimentaire. C'est un autre support didactique extrêmement répandu. Que se cache-t-il derrière cette belle pyramide ? Bien, on a intérêt à questionner tout cela, non pas pour la rejeter, mais là encore, pour la penser en termes de sensibilisation, mais aussi en termes d'apprentissage scientifique et en termes de développement de la pensée critique. On est étonné quand on creuse. Voilà. Alors, on continue. Voilà, et je vais conclure ici
avec, en reprenant le titre donc de ce colloque, et justement en pointant là encore quelques petites choses, ou grosses choses d'ailleurs, hein, une montée forcément en complexité des problèmes. On n'a pas parlé on en a un peu parlé, mais bon, tout ce qui relève actuellement des questions socialement vives, où il est difficile finalement de pointer quels sont les savoirs stabilisés, quels sont, comme dirait Latour, les boîtes noires que nous pouvons ouvrir et dans lesquelles nous pouvons construire des savoirs scientifiques. Le risque, du rabat sur le sens commun, des modes de raisonnement et des solutions aux problèmes. Je crois que c'est une grande vigilance que nous devons avoir. Nous trouvons des éléments justement pour dépasser ce risque dans un certain nombre de vos contributions. Et pour terminer en bouclant avec la première intervention de ce colloque. Nous avons eu une intervention, je ne sais plus le nom de madame, peut-être que vous allez m'aider parce que je n'ai pas toutes mes notes avec moi. La première intervention, madame Aïssatou, et je ne sais pas. Oui, voilà, c'est ça. Elle a parlé de l'importance du remue-ménage. Eh bien, je reprends ce qualificatif pour le ramener vers les élèves, les enseignants, les formateurs, les chercheurs, à l'idée de pluralité de points de vue, et au développement d'une pensée critique. Il faut que ça nous bouscule. Monsieur le ministre de l'Éducation au développement durable a parlé lui aussi justement d'une mise en jeu de nos cerveaux. La nécessité de construire des garde-fous. C'est bien beau de dire « ouais, mais j'ai fait un petit peu des sciences ». Oui, mais attention, pas n'importe quelle science. Je vais vous dire une chose, là, un exemple que, après, quand on est vieux, on l'a retrouvé plein de fois. Mais les élèves ne sont pas conservateurs de la matière ou pas spontanément conservateurs de la matière. Par exemple, avec les végétaux, ils vous font pousser une plante avec de l'eau et des sels minéraux. Vous faites des petites mesures, vous verrez une belle plante comme ça, avec pas grand-chose. Oui, c'est un exemple pour vous dire que spontanément, les élèves ne sont pas sur le principe de conservation de la matière. Ça, c'est un principe fort des sciences de la nature. Voilà. Eh bien, il y a aussi l'actuel principe d'actualisme pour les sciences historiques, mais peu importe. Mais vous voyez, construire et tenir des garde-fous, et notamment ces principes disciplinaires dans les apprentissages scientifiques, ils ont d'autant plus de sens parce qu'avec l'éducation au développement durable, nous jouons avec les équilibres des écosystèmes, les équilibres de fonctionnement aussi peut-être des sociétés humaines, et là nous avons besoin de principes pour tenir nos apprentissages et nos raisonnements. Et puis, là, mais ça revient un peu à ce que j'avais dit tout à l'heure, orienter l'éducation plus vers le travail des problèmes que vers la production de solutions faciles. Et ça, c'est vrai qu'avec le temps limité de nos enseignements, nous pourrions être un peu tentés par l'affaire. Donc là encore, si on regarde vos contributions, on voit que bien il y a eu des propositions qui vont vers des solutions, mais des solutions qui ne se mettent pas, on va dire, en place comme ça, bing, et qui est dans l'instant. Donc voilà, ce sont autant de réflexions que nous pouvons avoir. Alors, il faut que j'arrive. Voilà, quelques éléments de bibliographie, mais je vous ai dit, évidemment, ça n'est pas... on pourrait en rajouter d'autres tout aussi pertinentes. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention.